Nous sommes le 27 juin 2019 en Californie. Un certain Matty Roberts, joueur invétéré de jeux vidéo, s'ennuie ferme face à l'écran de son ordinateur. Nourri d'univers virtuels et de héros imaginaires, il s'intéresse forcément au sujet des ovnis et des extraterrestres. Alors, en cette journée d'été, il décide de créer un événement sur Facebook. Son nom, « Prenons d'assaut la zone 51, ils ne pourront pas tous nous arrêter ». Le nom est un peu mystérieux, mais l'enjeu est simple. Il s'agit de rassembler le 20 septembre de la même année le plus de personnes possible sur le parking d'une boutique située au beau milieu du désert du Nevada. De là, l'idée est de pousser les personnes qui s'inscrivent à se lancer à l'assaut de la zone 51 en courant pour aller voir les extraterrestres qui se cachent derrière les grillages de cette zone secrète. Cet événement vous semble totalement loufoque. C'est normal, il l'est. Conçu au départ comme une blague entre jeunes sur Internet, il va pourtant faire parler de lui bien plus que son créateur ne l'aurait imaginé. Déjà, qu'est-ce que la zone 51 ? Il s'agit d'une vaste base de l'armée de l'air américaine située en plein désert du Nevada. La zone est évidemment sécurisée avec des grilles, des barbelés, des caméras de surveillance et même des gardes armés. Depuis les années 1950, elle fait l'objet de nombreux fantasmes et théories du complot autour de l'existence supposée d'extraterrestres que le gouvernement américain chercherait à cacher. L'événement Facebook créé par Matty Roberts prend une ampleur inédite. Après quelques jours, les participations affluent. Le 18 juillet, 1,6 million d'utilisateurs se déclarent prêts à participer à l'événement, tandis qu'1 million de personnes supplémentaires sont au moins intéressées. Dans la foulée, un site internet est mis en ligne. Le site y explique l'organisation de l'événement, apparemment bien destiné à se réaliser. Il est ainsi écrit « Nous nous réunissons dans la ville de Rachel, dans le Nevada, la ville la plus proche de la zone 51. » Les organisateurs assurent même avoir obtenu l'accord des habitants de la ville pour organiser cette grande manifestation et précisent qu'un camping avec de la musique, des boissons et des activités seront mis en place. En réalité, l'événement s'annonce davantage comme une énorme fête que comme une quête collective de vérité. Malgré le second degré assumé de cette initiative, elle devient un véritable phénomène et est relayée dans les médias américains alimentant les théories du complot. Le sujet inquiète même jusqu'aux plus hautes sphères du gouvernement américain. Ce dernier déclare ainsi se tenir prêt à devoir défendre la base en cas d'intrusion. L'armée américaine tente également de dissuader quiconque de s'approcher de la base militaire. Face à l'ampleur du phénomène et aux risques encourus, Facebook prend même la décision de censurer l'événement. Mais malgré ce choix drastique, et alors que l'événement Facebook prévoyait 2 100 000 personnes participantes, seule une cinquantaine de personnes se rassemblent finalement ce 20 septembre 2019 devant le premier point de contrôle de la base militaire. L'invasion de la zone 51 n'a finalement pas lieu. Malgré tout, cet emballement sur les réseaux sociaux montre à quel point cette zone continue encore aujourd'hui de fasciner les États-Unis et d'inspirer des théories conspirationnistes toujours plus folles. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons à l'histoire de la zone 51, une base militaire américaine qui a suscité d'innombrables rumeurs et de théories du complot autour de l'existence d'ovnis et d'extraterrestres. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'affaire Roswell, l'affaire qui est à l'origine du mythe autour de la zone 51. Pour comprendre comment la zone 51 et les théories autour de l'existence d'extraterrestres sont encore aujourd'hui étroitement liées, il est nécessaire de faire un bond dans le passé pour plonger dans les témoignages troublants de ceux qui prétendent avoir vu l'impossible. Nous sommes le 2 juillet 1947 dans une petite ville située dans l'État du Nouveau-Mexique. Le soleil vient à peine de se lever et un fermier, William McBrazel, se lève comme d'habitude pour s'occuper de son troupeau. La nuit qui a précédé, un gros orage a éclaté et le fermier a entendu une sorte d'explosion qui est venue rompre le silence de la nuit.
Alors quand William McBrazel fait le tour de son exploitation au petit matin, il inspecte tout pour être sûr qu'un arbre ne soit pas tombé à la suite d'un éclat de foudre ou que son enclos ne soit pas abîmé par les rafales du vent. Alors qu'il traverse une partie de son terrain, il se retrouve face à une multitude de petits débris métalliques. Il n'a jamais rien vu de tel. Certains ressemblent à des morceaux de tôle, d'autres à des morceaux de bâche brillantes. Comme si un appareil avait explosé dans son jardin. Il rassemble ainsi plusieurs dizaines de morceaux, les rapporte dans son ranch et les montre à sa famille. William McBrazel est un peu étonné car sa ferme est située dans un endroit très isolé, entouré de montagnes, au beau milieu d'une zone désertique. Alors il se demande pourquoi il retrouve des débris métalliques au fond de son jardin. Quelques jours plus tard, il décide d'apporter ces débris au bureau du shérif. Ce dernier appelle alors les militaires de la base Roswell, une ville située à une centaine de kilomètres de là. Les militaires de l'US Air Force arrivent alors quelques heures plus tard afin d'observer ces débris, mais aussi de déterminer comment ils ont bien pu finir dans le jardin d'une ferme isolée. Pour tirer cette affaire au clair, les militaires décident d'embarquer les débris à bord de leur camion et de revenir sur leur base pour procéder à des vérifications. Parmi les militaires qui supervisent cette opération, il y a le major Jesse Marcel. Lorsque ce jeune militaire et père de famille rentre chez lui le soir même, il raconte à sa femme et à son fils cette drôle d'histoire de débris métalliques. Il a beau être cartésien, il a le sentiment que ces débris proviennent de quelque chose d'inconnu, de quelque chose de jamais vu auparavant. Peut-être même de quelque chose qui ne serait pas humain ou qui ne provienne pas de notre planète. D'ailleurs, dès le lendemain, l'armée américaine publie un communiqué officiel révélant avoir retrouvé les débris d'une soucoupe volante. Auprès du grand public, c'est la stupéfaction. En effet, plusieurs témoignages circulent à la même époque, expliquant que des individus auraient vu dans la nuit des objets lumineux en forme de disques traverser le ciel à toute vitesse. Ces gens n'avaient donc pas rêvé. Ce qu'ils ont vu, ce sont bien des soucoupes volantes. Mais cette euphorie ne dure pas. Le lendemain, une conférence de presse est organisée par le Pentagone et l'US Air Force. Les deux institutions démentent catégoriquement avoir retrouvé une soucoupe volante. Le porte-parole de l'armée affirme qu'il s'agit en réalité d'une lamentable méprise puisque les débris retrouvés proviennent tout simplement d'un ballon sonde météo. L'histoire retombe rapidement dans l'oubli, mais elle fait germer l'idée selon laquelle le gouvernement américain travaillerait sur des engins extraterrestres. Une croyance qui va petit à petit reprendre de l'ampleur, notamment dans le courant des années 1980 grâce à un livre qui va libérer la parole autour de ces mystérieux vaisseaux. En 1980, deux écrivains nommés Charles Berlitz et William Moore publient un livre appelé The Roswell Incident. Le premier auteur est un écrivain de science-fiction à succès, le second est ufologue, c'est-à-dire spécialiste des ovnis et des extraterrestres. À sa sortie, le livre a l'effet d'une bombe. En effet, pour cet ouvrage, les deux auteurs recueillent le témoignage d'un certain Jesse Marcel. Souvenez-vous, il faisait partie des militaires envoyés pour identifier la nature des débris retrouvés dans la ferme de William McBrazel au Nouveau-Mexique. Ce témoignage, qui occupe une place centrale dans le livre, donne une lecture tout à fait différente de ce qu'il s'est passé dans ce champ perdu en 1947. Jesse Marcel raconte ainsi que les débris retrouvés étaient sûrement d'origine extraterrestre et que les débris montrés à la presse étaient les débris d'un ballon météo qu'on avait substitué aux restes originaux de l'engin. L'interview de Jesse Marcel incite d'autres témoins à sortir du bois. Les langues se délient, pour le plus grand bonheur des ufologues qui enquêtent dorénavant d'arrache-pied à Roswell. C'est ainsi qu'en 1989, un journaliste américain du nom de George Knapp, qui se passionne depuis longtemps pour les phénomènes paranormaux, anime une émission de télévision appelée en français « OVNI, les plus grandes preuves » sur une chaîne de télévision locale de Las Vegas. Dans l'une de ces émissions enregistrées en mai de la même année, il reçoit un certain Dennis, qui souhaite rester anonyme. Sur la vidéo de l'interview, on peut voir une silhouette installée sur le siège conducteur d'un pick-up, stationné en plein désert du Nevada. On ne distingue qu'une ombre, la focale de la caméra est en fait en direction de l'arrière-plan.
Quelques jours auparavant, Knapp avait été approché par cet individu énigmatique. Un homme au discours troublant, affirmant détenir des secrets enfouis au cœur d'une base secrète de l'armée. Son seul gage de crédibilité était un laissez-passer arborant le sceau du département de l'énergie, un logo bleu avec une tête d'aigle à l'encre noire et le nom énigmatique du laboratoire de Los Alamos, bâtiment S4. Intrigué, Knapp décide de rencontrer cet homme loin de toute oreille indiscrète. Et quoi de mieux qu'un désert pour être tranquille ? Dans cet endroit isolé, alors que le soleil décline à l'horizon, l'interview commence. Denis raconte qu'il est ingénieur en électronique et a travaillé dans l'ombre des projets les plus secrets de l'armée américaine. À partir de là, il se lance dans une démonstration tout à fait sidérante. L'ingénieur déclare que le laboratoire de Los Alamos, qui sert officiellement de centre d'essai pour la mise au point d'avions espions, dissimulerait en réalité une intense activité extraterrestre et conserverait dans un de ses innombrables dépôts souterrains le vaisseau qui s'écrasa en juillet 1947 dans la ville de Roswell. Il explique que des vaisseaux volent à la vitesse de la lumière dans le ciel et dans l'espace. Denis avait la mission d'étudier ces technologies venues d'ailleurs, d'identifier la source de ce carburant extraterrestre afin de le reproduire pour pouvoir l'utiliser pour les appareils militaires. Surtout, il révèle que le laboratoire S4, situé en plein désert du Nevada sur la base militaire de Groom Lake, n'est autre que la fameuse zone 51. Pour Knapp, véritable star de la chaîne de télévision locale, ce témoignage est un véritable scoop. D'autant que depuis la parution du livre de Charles Berlitz et de William Moore en 1980, les rumeurs sur l'existence d'extraterrestres vont bon train. Certains ufologues prétendent même que le gouvernement américain cacherait dans une zone secrète des aliens sur lesquels on aurait pratiqué des expériences de dissection et d'analyse anatomique. De quoi leur donner raison. Mais alors que la vérité semble enfin poindre à l'horizon, les ombres du doute s'immiscent. Les antécédents de ce fameux Dennis sont remis en question et ses affirmations discréditées. Son identité est plus tard révélée. Denis s'appelle en réalité Bob Lazar. Avec cette information cruciale en poche, les médias commencent à investiguer les dires de l'ingénieur et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont prudents avec les révélations que ce dernier leur a faites. Contrairement à ce qu'il a raconté dans son interview, on découvre que Bob Lazar n'a jamais étudié au prestigieux MIT. Les vaisseaux étudiés au sein de la zone 51 n'étaient pas des vaisseaux extraterrestres, mais simplement des avions étrangers dont l'armée américaine voulait s'inspirer. Et pourtant, au milieu des désaccords et des contradictions, une chose demeure indéniable, dans le ciel du Nevada, quelque chose veille, invisible et insaisissable, attendant que la vérité éclate au grand jour. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Betty et Barney Hill sont en route pour rentrer chez eux. Ils viennent de passer une semaine de vacances au Québec et sillonnent les routes verdoyantes de la Nouvelle-Angleterre vers leur domicile de New Hampshire. Le couple est parti la nuit pour faire ce long itinéraire et ainsi gagner du temps. Nous sommes le 19 septembre 1961 et l'été se termine. Alors que le soleil se couche, on peut apercevoir les arbres qui ont commencé à changer de couleur pour prendre des teintes dorées. Vers 22h, alors que la nuit tombe, Barney, qui conduit, distingue depuis le pare-brise un point lumineux qui se détache du ciel. Intrigué, il le pointe du doigt pour le montrer à sa femme. « Cela doit être un satellite ou une étoile, lui dit-elle. Mais rapidement, le point lumineux se rapproche d'eux. Au départ, les époux Hill ne s'en étonnent pas et poursuivent leur route. Pourtant, le point continue de se rapprocher dangereusement. Il se rapproche tellement que Betty et Barney voient distinctement le point se transformer en disque. Puis, le disque fait apparaître des hublots par lesquels se dégage une lumière bleutée. À une trentaine de mètres du sol, l'objet lumineux stoppe sa descente et s'immobilise au-dessus d'une clairière
à quelques dizaines de mètres d'eux. Barney arrête alors sa voiture et se décide à aller voir cet objet non identifié de plus près. Il embarque avec lui une paire de jumelles ainsi qu'un pistolet qu'il garde habituellement dans sa boîte à gants. Il marche vite vers la clairière et tente de regarder cette lumière de plus près grâce à ses jumelles. Il n'en croit pas ses yeux. Il voit des silhouettes derrière les hublots de ce qui ressemble à un vaisseau spatial. Les silhouettes semblent regarder en direction de Barney, qui est complètement terrorisé. Le couple décide alors de tourner les talons, rentre dans leur véhicule et démarre en trombe. Alors qu'ils se remettent à peine de leurs émotions, au bout de quelques secondes à rouler, Betty et Barney entendent une série de bips stridents dans l'habitacle de la voiture. Le bruit cesse quelques secondes, puis une deuxième série de bips reprend de plus belle. Lorsque les bips s'arrêtent enfin, le couple s'aperçoit que la voiture a parcouru plus de 50 km, alors que les deux séries de bips n'étaient espacées que d'une dizaine de secondes. En voulant regarder leur montre, ils remarquent que celles-ci se sont arrêtées. Mais le pire, c'est qu'ils n'ont aucun souvenir de ces derniers 50 km parcourus. Ils sont totalement désorientés. Lorsqu'ils arrivent à leur domicile, ils comprennent qu'ils ont 2 heures de retard sur l'horaire théorique auquel ils étaient censés arriver. De plus, Barney découvre de nombreuses griffures sur la semelle de ses chaussures, comme si on l'avait traîné sur le sol, et il ressent une vive douleur dans le dos. Enfin, il découvre qu'en plusieurs endroits, la peinture de la carrosserie de leur voiture a disparu, laissant le métal à nu. Tant bien que mal, ils rentrent chez eux, déballent leurs affaires et finissent par se coucher. Les Hill ont été traumatisés par cette mésaventure. Par la suite, ils ont recours à des séances d'hypnose chez un psychiatre à Boston afin d'essayer de retrouver leurs souvenirs. Le psychiatre les place dans un état modifié de conscience en leur posant des questions. Betty, assise, les yeux fermés, semble revivre la scène avec la même intensité que la première fois. Et surtout, des éléments qu'elle avait complètement oubliés ressurgissent. Elle voit très distinctement son enlèvement par de petits êtres chauves avec de grands yeux noirs qui ont pratiqué sur elle et son mari des examens médicaux traumatisants. Elle se voit d'abord léviter près du vaisseau spatial aperçu ce soir-là, puis sur une table qui ressemble à une table d'opération avec une vive lumière au plafond et des têtes d'aliens tout autour d'elle. Elle se souvient d'un prélèvement sanguin ou encore d'un examen de ses yeux. Betty est terrifiée. Son témoignage se précise davantage et elle est formelle. Elle et son mari ont été enlevés par des extraterrestres afin que ces derniers procèdent à des examens sur eux. Cet événement extraordinaire n'est en réalité que le premier d'une longue série d'enlèvements qui s'étale des années 1960 jusqu'aux années 1980. À cette époque, on assiste à une véritable épidémie d'enlèvements extraterrestres et les cas se compteraient par milliers. D'autres récits, similaires à celui du couple Hill, commencent à se multiplier. Des personnes seules, des couples, des jeunes, des personnes âgées, chacun y va de son témoignage. À chaque fois, ces événements semblent correspondre à un même scénario. La plupart des témoins sont enlevés et entrent en lévitation en dessous d'un vaisseau spatial avant d'être examinés par de petits bonhommes gris. Certains sont victimes d'amnésie, mais ont vu des ovnis très près d'eux. Au début des années 1970, parallèlement à cette augmentation apparente des récits d'enlèvement, d'autres événements suscitent également l'inquiétude parmi les citoyens et les autorités. Il semble suggérer que les extraterrestres ne se contentent pas de voler dans le ciel, mais se livrent à des expérimentations sur des animaux pour le moins cruels. Bill est un fermier qui vit dans le Colorado. Il possède une grande exploitation au milieu des montagnes et des forêts de sapins qui composent cet État, connu pour ses paysages à couper le souffle. Bill possède près de 60 vaches, mais aussi des chevaux ainsi que des buffles. Pour nourrir et hydrater toutes ces bêtes, il doit remplir chaque matin d'énormes abreuvoirs d'eau fraîche et passe une bonne partie de sa journée dans son tracteur pour apporter le foin à ses animaux. Une nuit,
Il dort paisiblement au son des criquets qui rythment la torpeur des soirées d'été à quelques dizaines de mètres de son ranch. Au beau milieu de la nuit, le meuglement de plusieurs de ses vaches, mais aussi le hennissement de certains de ses chevaux, le sortent de son sommeil. Bill sursaute et regarde par la fenêtre de sa chambre ce qu'il se passe, mais il ne voit rien. Pris de panique, il quitte son lit, enfile ses chaussures, sa chemise et sort de sa maison armé de son fusil. Il se dit que cela ne peut être que des coyotes qui s'approchent parfois d'un peu trop près et pour qui le bétail est une proie facile. Il pense également à un rôdeur, même si dans ces zones désertes, cette idée paraît un peu tirée par les cheveux. Il court vers son ranch avec l'espoir de faire fuir les bêtes qui rôderaient vers l'étable ou l'enclos des vaches. Au fur et à mesure de sa course, il comprend la gravité de la situation. Il s'arrête net au pied de son enclos et ne peut que constater, sous le choc, le décès de ses vaches et de certains de ses chevaux. Fait encore plus atroce, il remarque que l'un de ses chevaux et 3 de ses vaches sont en partie éviscérés. Mais qui a pu faire cela à ces bêtes ? Bill ne se connaît aucun ennemi. En tout cas, personne qui pourra aller jusqu'à tuer plusieurs bêtes de sang-froid et d'en mutiler certaines. Bouleversé par cette scène apocalyptique, Bill se réfugie chez lui pour appeler la police. Il tente d'expliquer la situation tant bien que mal, mais il tremble encore en repensant à ces bêtes mortes, étalées sur le flanc les unes à côté des autres. Le shérif du comté se rend alors rapidement chez le fermier, qu'il connaît bien. Mais lorsqu'il arrive au ranch, lui aussi est pris d'un sentiment de terreur qu'il tente de dissimuler pour ne pas faire paniquer le fermier. Le shérif est en effet bien démuni devant cette scène d'horreur. Alors de retour au bureau, il appelle du renfort et ce qu'il apprend le fait tomber de sa chaise. Les confrères qui l'appellent semblent presque blasés au téléphone, et pour cause. C'est loin d'être le premier incident de ce genre dans la région. Même dans les États voisins du Nouveau-Mexique, de l'Utah et de l'Arizona, des dizaines de fermiers ont eux aussi appelé la police en catastrophe en constatant qu'une partie, voire la totalité de leur bétail était mort d'une cause inexpliquée ces dernières semaines. Des vétérinaires interviennent dans certaines affaires et expliquent que les responsables de ces méfaits auraient prélevé des organes sur certains animaux. Ils affirment que ces ablations ont été effectuées avec une haute précision chirurgicale. Certaines bêtes auraient même été totalement vidées de leur sang. On assiste ainsi à une véritable hécatombe au sein des troupeaux dans l'Ouest américain. Dès 1975, le sénateur du Colorado, Floyd Haskell, sollicite l'intervention du FBI pour enquêter sur ce qui semble être une véritable panique collective. Cependant, ce n'est qu'en 1979 qu'une enquête est lancée. Mais qui aurait pu tuer et disséquer des animaux de cette taille sans que personne ne soit pris la main dans le sac ? Pour certains ufologues, il ne peut s'agir que d'un coup des aliens. Cette thèse trouve de nombreux partisans et devient particulièrement en vogue dans les milieux conspirationnistes des années 1980. D'ailleurs, le retard pris par le FBI dans cette enquête de massacre de bétail est très vite interprété comme une preuve du lien qui existe entre le gouvernement américain et des entités extraterrestres. L'enquête menée aboutit à la rédaction d'un rapport détaillé sur le phénomène. Il attribue la grande majorité des décès à des causes naturelles, comme la chaleur ou encore à la consommation d'eau stagnante. Quant aux supposées mutilations, elles seraient l'œuvre de charognards. Mais pour certains anciens militaires, cette conclusion ne fait que renforcer leurs soupçons. Ils croient avoir été manipulés pour étouffer la vérité sur ces événements troublants. C'est ainsi qu'un certain John Lear, pilote d'essai qui a travaillé avec la CIA, affirme à la fin des années 1980 que la base 51, et plus particulièrement le fameux laboratoire S4, abrite un complexe top secret où serait étudiée la technologie extraterrestre. Jusque-là, l'information n'est pas vraiment un scoop, mais le pilote fait des révélations encore plus troublantes que ne l'a fait Bob Lazar à la même époque. L'ancien pilote explique que ces technologies extraterrestres ont été obtenues grâce à un pacte passé au tout début des années 1970 entre un groupe secret nommé le Majestic 12 et les extraterrestres eux-mêmes.
Le Majestic 12 ou MJ-12 serait un groupe de 12 scientifiques, chefs militaires et dirigeants politiques fondé en 1947 à la demande du président Harry Truman afin d'étudier les indices de l'existence des extraterrestres et l'éventuelle présence d'ovnis dans le monde après l'affaire Roswell. D'après les théories complotistes, ce groupe ultra-secret aurait été chargé de négocier une rencontre entre les extraterrestres et le président Eisenhower. Un accord aurait été scellé, permettant aux aliens d'étudier les humains et les animaux en échange de leur technologie avancée. Cet accord explique donc les enlèvements d'humains par les aliens qui ont toujours, selon John Lear, plusieurs objectifs. La pose d'un plan de contrôle, le prélèvement de tissus pour des expériences génétiques, l'insémination artificielle ou encore la récupération de fœtus. Quant aux mutilations animales, celles-ci serviraient à récupérer le système digestif des animaux pour remplacer celui des aliens, qui serait défaillant. Plus incroyable encore, il a été suggéré que la menace de John Kennedy de révéler les négociations entre les extraterrestres et le Majestic 12 était la principale raison de son assassinat à Dallas en 1963. L'existence de ce groupe est révélée grâce à la publication d'un document prétendument classé top secret intitulé « Opération spéciale du comité Majestic 12 » en 1988. La publication de ce dernier pousse le FBI à ouvrir une enquête qui révèle par la suite que les documents publiés étaient faux. Pourtant, le mal est fait. L'idée d'une alliance secrète entre les autorités américaines et des visiteurs extraterrestres s'installe, captivant l'imagination de l'Amérique et devenant un phénomène culturel majeur des décennies suivantes. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Nous sommes en 1995 sur TF1, devant l'émission L'Odyssée de l'étrange, une émission qui traite des phénomènes paranormaux. Celle-ci est animée à l'époque par le journaliste présentateur vedette de la chaîne, Jacques Pradel. Il est 21h et les téléspectateurs s'apprêtent à voir un document inédit. Des images qui pourraient certainement convaincre les Français, après les Américains, que les extraterrestres existent. En effet, alors que les rumeurs vont bon train aux États-Unis depuis plusieurs décennies, l'intérêt pour le sujet est plus récent en Europe et notamment en France. Jacques Pradel, prudent, est entouré sur le plateau d'experts et de scientifiques pour débattre. Les extraterrestres sont-ils une supercherie ou une réalité ? L'animateur va ainsi montrer la vidéo de l'autopsie d'un alien qui se trouvait dans la fameuse soucoupe volante qui s'est crashée à Roswell en 1947 et qui n'aurait pas survécu. Il prévient d'entrée « âme sensible, s'abstenir ». Le ton est donné. La vidéo dure près de 10 minutes et ce que l'on y voit est très surprenant. Les spectateurs médusés assistent à une scène particulièrement troublante. En noir et blanc, sans aucun son, 2 chirurgiens de l'armée américaine observent en combinaison blanche de la tête aux pieds le cadavre d'un être prétendument venu d'ailleurs sur une table d'autopsie. On ne voit pas le visage des médecins et la qualité de la vidéo est très médiocre. Mais on peut voir distinctement l'alien sur la table. Il est de petite taille, avec une grosse tête et de gros yeux noirs globuleux. Il a un ventre proéminent ainsi que 6 doigts et 6 orteils. Il semble blessé à la jambe droite, mais on ne voit pas d'autres plaies sur son corps qui pourraient expliquer sa mort. Les chirurgiens l'observent pendant de longues minutes avant de commencer à s'emparer de leur scalpel. Les mouvements sont très soignés, même codifiés entre les 2 médecins. Au départ, ils semblent retirer des morceaux de métal de la jambe de l'extraterrestre, puis rapidement, l'un des chirurgiens procède à une longue et profonde incision qui part du cou jusqu'au bas du ventre. Le corps est ensuite ouvert et laisse voir un amas de tissu ensanglanté. Mais la vidéo étant en noir et blanc, il est impossible d'en déterminer sa couleur. Petit à petit, les 2 médecins s'emparent de ce qui ressemble à des organes et les rassemblent dans des récipients en métal. L'autopsie est une véritable boucherie. Pour un public non averti,
le visionnage de la vidéo est particulièrement pénible. Pour les plus courageux, la vidéo laisse pantois. Difficile de se faire un avis sur une vidéo en noir et blanc où l'on ne voit personne, sans mise en contexte et surtout en l'absence de son. Pourtant, à la suite de sa diffusion, Jacques Pradel s'entretient avec un médecin qui commente la vidéo et tente à prouver sa véracité. Ce dernier explique que cet humanoïde possède les mêmes organes principaux que l'homme. Ainsi, le cœur, les poumons et le foie sont visibles, même s'ils semblent placés de manière différente dans le corps. Selon lui, les efforts sont trop importants pour que cette autopsie soit un simulacre. La vidéo a été dénichée par un producteur britannique du nom de Ray Santilli. Il déclare avoir acheté la vidéo à un caméraman qui travaillait en 1947 pour l'US Air Force. Ce même caméraman aurait vendu ses images après 50 ans d'archivage top secret à 27 pays pour plusieurs millions de dollars. Aux États-Unis, la diffusion connaît un tel succès que la Fox, qui a été la première chaîne à la diffuser, la reprogramme 2 fois. C'est comme ça que la vidéo se retrouve également sur TF1, la chaîne française, ayant acquis les droits. Jacques Pradel, qui a lancé son émission il y a quelques mois, entend bien mener l'enquête autour de cette affaire qui est devenue un véritable mythe outre-Atlantique. Après la diffusion de cette vidéo d'autopsie, les avis sont partagés. Certains ufologues, même ceux persuadés de la réalité du crash de Roswell, doutent de son authenticité. Il faut dire que Ray Santilli refuse de divulguer l'identité du mystérieux caméraman. Il ne produit pas non plus les pellicules originales qu'il aurait rachetées. Nombre de médecins et de spécialistes des effets spéciaux mettent en cause le film. Pourtant, il faut près de 10 ans au producteur anglais opportuniste pour enfin avouer la supercherie. Du moins, il explique qu'il ne s'agit pas tout à fait d'une fausse autopsie, mais plutôt d'une reconstitution d'un film qui a bel et bien existé. Évidemment, à ce stade de l'histoire, plus personne n'est prêt à accorder le moindre crédit au producteur. Même côté français, cette vidéo continue de faire parler d'elle après sa diffusion dans l'émission de Jacques Pradel. Celui-ci est invité quelques années plus tard dans une autre émission culte du petit écran, Tout le monde en parle, animée par Thierry Ardisson. Le journaliste de TF1 est mis face à ces contradictions et on se demande bien comment il a pu prendre au sérieux ce film sorti de nulle part. Ray Santilli a clairement voulu tirer profit de l'engouement croissant pour les extraterrestres en vendant sa vidéo à celui qui offrirait le plus. Cependant, cette vidéo est arrivée à une époque où les films et séries de science-fiction, notamment sur les extraterrestres, rencontrent un énorme succès, ce qui rend le soi-disant document top secret encore moins crédible. A l'inverse, un véritable imaginaire se tisse autour de ces êtres venus d'ailleurs. L'emblématique réalisateur Steven Spielberg, convaincu de la plausibilité de la présence extraterrestre à l'époque, contribue largement à cette tendance avec des œuvres marquantes des années 1970 et 1980. En 1978, le film culte Rencontre du troisième type envahit les écrans mondiaux avec François Truffaut dans le rôle du scientifique français Claude Lacombe, fervent défenseur de l'hypothèse extraterrestre. Le film, jalonné de rencontres surnaturelles, présente une variété d'extraterrestres, dont les célèbres petits gris, qui deviendront l'archétype même des aliens dans les décennies à venir. Vient ensuite le mythique film E.T. l'extraterrestre en 1982. Qui ne se souvient pas du jeune Elliot qui vole sur sa bicyclette au-dessus du vide dans la forêt au clair de lune, avec E.T. sur le panier à l'avant, faisant léviter le vélo par la force de son esprit. Ce film, tout en suscitant l'enthousiasme du public, alimente les théories conspirationnistes selon lesquelles il serait une manœuvre de désinformation du gouvernement. Néanmoins, il contribue à humaniser l'image des extraterrestres, les rendant sympathiques, voire enfantins, et encourageant la curiosité et la tolérance, des valeurs chères aux réalisateurs. Une série marque les esprits et met en scène 2 agents du FBI sur fond de théories complotistes, X-Files. X-Files évoque une multitude de sujets comme les implants extraterrestres, les hybrides, l'alliance du gouvernement et des extraterrestres et tout ce qui fait le sel de l'ufologie conspirationniste. La série est diffusée aux États-Unis à partir de 1993 et en France à partir de 1995. 2 épisodes de la série sont même dédiés à la fameuse zone 51. Dans ces derniers, les agents Fox Mulder et Dana Scully tentent de percer le secret de la zone après que Mulder ait reçu un tuyau d'un indice sur la présence d'OVNI sur la base militaire.
Mais un événement inattendu complexifie leur enquête de vérité. Alors que les deux agents roulent en plein désert sur l'autoroute 375 qui mène à la zone militaire du Nevada, ils sont interceptés dès leur arrivée par des soldats qui sont censés assurer la sécurité des lieux. Les hommes menés par un certain Maurice Fletcher, qui n'est autre que le responsable de la zone 51, arrêtent le duo et procèdent à un contrôle d'identité. En voyant que ces derniers travaillent pour le FBI, l'officier Fletcher leur demande de faire demi-tour. C'est alors qu'un point lumineux apparaît dans le ciel étoilé. Le point s'approche, grossit et fait apparaître une sorte de vaisseau triangulaire qui émet une vive lumière blanche. Mulder regarde attentivement le point se déplacer jusqu'à ce que le vaisseau émette cette fois un flash aveuglant. Le vaisseau s'éloigne ensuite puis disparaît dans la nuit. Mulder semble d'un coup changer d'expression. Les téléspectateurs comprennent rapidement que l'esprit de Mulder et du responsable de la zone 51, Maurice Fletcher, ont été intervertis, chacun se retrouvant dans le corps de l'autre. Pourtant, personne ne s'en aperçoit et Scully repart donc avec Mulder, qui a l'apparence d'un homme d'une 50aine d'années aux cheveux gris, sans que cela ne semble la perturber. Pourtant, au fur et à mesure de l'épisode, Scully remarque le comportement de plus en plus étrange de son acolyte. Ce dernier semble vouloir saboter leurs recherches sur la zone militaire et respecte un peu trop les ordres de leur directeur qui les informe qu'ils ont interdiction de poursuivre leur enquête et de laisser de côté les affaires non classées. Le parti pris narratif de la série adopte une position à contre-courant de la position du gouvernement américain. Là où le discours officiel montre qu'il n'existe ni extraterrestres ni ovnis, les agents Mulder et Scully traversent au contraire des péripéties toutes plus étranges les unes que les autres. Ils prouvent, grâce à leur obstination et leur curiosité, que la vérité est ailleurs et que l'État nous cache plus de choses qu'on l'imagine. Enfin, un film sorti en 1996 pousse cette fois à l'absurde ces théories en proposant une véritable satire sur les rumeurs entourant la zone 51. Il s'agit d'Independence Day, avec Will Smith dans le rôle principal. Dans ce film, des soucoupes volantes se mettent à voler au-dessus des plus grandes villes des États-Unis et des aliens veulent prendre le contrôle de la Terre. Des militaires, des ingénieurs et des civils menés par le président américain se réunissent pour trouver un moyen de vaincre ces envahisseurs. C'est ici que la zone 51 intervient. En effet, elle joue un rôle crucial dans la lutte contre les extraterrestres. Les scientifiques et les militaires y découvrent un vaisseau extraterrestre qui s'était écrasé sur Terre des décennies auparavant, faisant référence au fameux vaisseau Roswell, et utilisent les informations et la technologie récupérées pour élaborer une stratégie de défense. Sous couvert d'humour, le film dresse un portrait acerbe de l'Amérique. On y voit la CIA se livrer à des mensonges et des dissimulations et le gouvernement faire preuve d'une certaine incompétence. Mais au-delà de ces critiques, le film met en lumière une contradiction typiquement américaine. Un mélange paradoxal de patriotisme et de méfiance envers les institutions. Une méfiance qui va ressurgir dans les médias alors que le sujet avait quitté les pleines pages des journaux. Le grand public est de plus en plus suspicieux par rapport aux phénomènes paranormaux qui se produisent dans le pays depuis plusieurs années. La méfiance du grand public s'accentue, notamment vis-à-vis de l'armée, mais plus généralement vis-à-vis du gouvernement. Certains citoyens sont persuadés qu'on leur cache quelque chose, et parmi eux, les plus revendicatifs se tournent vers le gouvernement afin d'obtenir des réponses. Le FBI, la CIA, l'US Air Force ou encore le Pentagone sont alors sommés de s'expliquer, pour le meilleur et pour le pire. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Avril 1955, au cœur du Nevada. Nous sommes en pleine guerre froide et un certain Hervé Stockman, un aviateur émérite qui a participé à la Seconde Guerre mondiale, s'apprête à passer un entretien pour le moins déroutant. Le jeune soldat est dans la chambre d'un banal motel, comme on en trouve des dizaines sur le bord des grands axes routiers. Il fait déjà très chaud dans cette partie du pays et Hervé se prépare minutieusement.
Sa femme lui a repassé sa chemise le matin même et il est en train de nouer sa cravate devant le petit miroir face à lui. Il entend rapidement des pas dans le couloir attenant à sa chambre, puis le bruit d'un papier que l'on glisse par terre. Il regarde en direction de la porte et voit une petite enveloppe blanche au sol. Celle-ci n'est évidemment pas affranchie et ne comporte aucune mention. Pourtant, Hervé attendait cette lettre. 2 membres de la CIA l'avaient contacté en sonnant à son domicile quelques jours plus tôt pour lui proposer un entretien sans lui préciser le poste ni les missions. Il lui avait simplement donné un lieu de rendez-vous. Cette étrange visite n'avait pas démonté le jeune pilote. Hervé s'est ainsi prêté au jeu et s'est présenté au motel évoqué. Il ouvre donc l'enveloppe et trouve un mot sur lequel il est écrit « Chambre 215 à 15h15 précise ». Le jeune militaire s'imagine dans un film d'espionnage. Il regarde sa montre, il lui reste 10 minutes. Hervé se rend donc à la chambre 215, située au bout du couloir, à l'heure dite. Il a face à lui les 2 mêmes agents rencontrés quelques jours plus tôt, en costume, cheveux gominés en arrière. Ils ont 2 grosses mallettes avec eux et une pile de dossiers posés sur la table de cette chambre, qui est presque identique à celle du pilote. Hervé s'installe en face d'eux, un peu dubitatif, et il sent que l'atmosphère devient pesante. Hervé demande assez vite qui serait son futur chef. « Nous ne pouvons pas vous le dire », répond l'un des hommes. Alors, l'aviateur tente une seconde question en demandant ce que seront ses missions. « Nous ne pouvons pas vous le dire », rétorque de nouveau son interlocuteur. Finalement, ce sont uniquement les 2 hommes qui posent les questions. Et la vie d'Hervé est passée au crible. Vie sentimentale, finances, hobby, état de santé mentale, la CIA demande même à interroger ses proches. Rien ne doit être laissé au hasard. Rien ne doit compromettre le plan. Enfin, Hervé passe le fameux détecteur de mensonges avec succès. Hervé ne sait toujours pas où il a mis les pieds, mais il sait qu'il s'appelle désormais Samson. En effet, chaque employé se voit attribuer un pseudonyme pour garantir son anonymat. Hervé ne sait pas où est situé son futur lieu de travail, mais il comprend qu'il est sélectionné pour travailler dans une base ultra secrète. Quelques jours plus tard, le rendez-vous est donné cette fois à l'aéroport international de Las Vegas. À partir de là, il est conduit dans un terminal privé où l'attend un avion spécialement affrété. L'avion n'a pas de logo, uniquement une bande rouge le long du fuselage. Une fois à bord, Hervé, ou plutôt Samson, voit que les rideaux des hublots sont tirés. Il ne doit rien voir et ne doit pas pouvoir localiser la zone d'atterrissage. Il ne le sait pas encore, mais Hervé s'apprête à atterrir sur la zone 51. Hervé Stockman, ou plutôt Samson de son pseudonyme, est officiellement embauché comme conducteur sur la base militaire qui vient juste d'être créée par la CIA. La zone 51 est en effet déployée en 1955 sur ordre de Richard Bissell, un haut fonctionnaire du gouvernement qui trouve dans cette zone désertique située entre 2 montagnes l'emplacement idéal pour l'armée de l'air. Sur la carte, la zone porte le numéro 51. Sur ordre du président Eisenhower, Richard Bissell doit mener l'un des plus ambitieux programmes jamais lancés aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle un Black Programme, un programme secret. Personne ne doit savoir ce qu'il s'y passe, pas même les membres du Congrès, ni l'administration. Les avions civils ont interdiction de survoler la zone et celle-ci n'est même pas répertoriée sur les cartes et les navigateurs. Depuis sa création, l'armée et la CIA y mettent au point des avions espions, comme le légendaire U-2, mais aussi le Blackbird ou encore Nighthawk. D'ailleurs, Samson, qui n'a jamais vraiment été conducteur, fut le premier pilote à survoler l'URSS en 1956 à bord d'un U-2. Dans l'enceinte de la zone 51, on conçoit également des drones de surveillance et d'autres technologies militaires classifiées liées notamment au renseignement. La zone touche également une autre zone, celle de Yucca Flats, où de nombreux essais nucléaires ont été effectués pendant la guerre froide. Mais alors, comment expliquer la frénésie autour de l'affaire Roswell jusqu'à aujourd'hui ? Le climat extrêmement tendu de la guerre froide n'a pas favorisé un dialogue transparent entre le gouvernement et les citoyens américains.
La raison pour laquelle la zone 51 a été créée en premier lieu était l'espionnage des soviétiques, au cas où ils auraient acquis eux aussi la bombe atomique. Pour espionner sans se faire voir, les militaires utilisaient des ballons sondes, comme ceux retrouvés à Roswell. Ce programme d'espionnage était tellement sensible que l'armée a certainement vu comme une véritable opportunité les rumeurs autour de l'existence d'ovnis et d'extraterrestres pour éloigner les curieux. Malgré tout, l'armée américaine, confrontée à une pression croissante pour révéler la vérité sur cet événement mystérieux, décide dans les années 1990 de réexaminer les documents liés à cet incident vieux de 50 ans. Cette réévaluation est suivie d'une série de rapports officiels en 1994 et en 1997, demandés par le président Bill Clinton, qui explique notamment que les extraterrestres qui auraient été aperçus n'étaient que des mannequins largués dans le ciel dans le cadre d'études d'impact. Mais les explications apportées n'ont fait qu'alimenter encore plus la fascination pour les phénomènes extraterrestres et les secrets gouvernementaux. Et pour cause, la CIA ne laisse rien filtrer. Même le chef de l'État n'a pas le droit d'avoir accès à certaines informations. Il faut d'ailleurs attendre 2013 pour que l'agence d'intelligence américaine reconnaisse publiquement l'existence de la zone 51 dans des documents déclassifiés. Qu'en est-il des massacres de bétail perpétués dans les années 1960 ? Les massacres d'animaux et notamment de chevaux ont alimenté des théories toutes plus fantaisistes les unes que les autres. Pour autant, lorsque l'on regarde les différentes enquêtes menées aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde sur ces morts inexpliquées, une multitude de causes ont été invoquées. On a le plus souvent considéré que cela était l'œuvre d'humains malveillants, des possibles rites sataniques, des agressions d'autres animaux, ou tout simplement liées à des causes naturelles. Les ufologues avaient trouvé une hypothèse séduisante à ces phénomènes, mais les extraterrestres n'ont évidemment jamais fait partie des possibilités dans les rapports officiels, notamment ceux du FBI. Enfin, concernant les milliers de témoignages d'enlèvements humains par des extraterrestres, plusieurs hypothèses scientifiques permettent de remettre facilement en cause leur véracité. Le cas de Betty et Barney Hill a fait date, et beaucoup de psychologues se sont penchés sur la personnalité et le récit du couple. L'un d'eux rapporte que via l'hypnose, Betty et Barney Hill ont pu tous les deux développer un syndrome de faux souvenirs. Avant l'hypnose, Betty a raconté des rêves très vivaces à son mari Barney, ce qui explique les éléments communs au témoignage du couple. L'affaire de cet enlèvement ayant été très médiatisée à l'époque, les témoignages suivants se sont en réalité en grande partie basés sur celui-ci. Ce n'est peut-être pas un hasard si l'on appelle la zone 51 Dreamland, le pays des rêves, ou Neverland, le pays imaginaire. La zone est en effet le seul endroit à susciter autant de fantasmes autour du phénomène extraterrestre encore aujourd'hui. Pour certains chercheurs, cette croyance au phénomène extraterrestre s'est renforcée au même moment qu'une défiance de la population s'est installée vis-à-vis du gouvernement américain et plus généralement vis-à-vis des élites. L'État, mais aussi les multinationales, sont de plus en plus mises sur le banc des accusés à partir des années 1990. Des dizaines de citoyens commencent à se regrouper pour lancer des class actions, des procès fleuves contre de grandes entreprises. Celles-ci sont accusées de corruption, de mensonges, de dissimulation ou encore de manipulation. On reproche à ces grands groupes de polluer ou encore de nuire à la santé des consommateurs pour leur seul profit. La crise écologique se révèle et le modèle capitaliste qui semblait jusqu'alors faire l'unanimité se fissure. Au fil des années, les dirigeants et les personnalités politiques déçoivent et ne parviennent plus à convaincre. La guerre en Irak, les répressions accrues face aux différentes manifestations, ou encore plus récemment les propos de Donald Trump sur le climat et la pandémie de Covid-19, contribuent à rapprocher politique et théorie du complot. Dans ce contexte, l'hypothèse ufologique permet à des citoyens bafoués de croire en une autre réalité, une autre forme de vie, moins mercantile et finalement peut-être plus humaine que sur Terre. À Rachel, la ville la plus proche de la zone 51, cette croyance est encore intacte aujourd'hui. Une foule de curieux continue de se regrouper dans l'unique auberge des environs, nommée Little Alien, en référence au mot alien. On y accède par la route 375, une route déserte où l'on ne croise pas âme qui vive et qui s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres à travers le paysage rocailleux de l'Ouest américain. L'autoroute est même renommée autoroute extraterrestre, officiellement en 1996 par le gouverneur du Nevada.
De l'extérieur, l'auberge ne paie pas de mine. Il s'agit d'un petit bâtiment en bois blanc, de plein pied, qui se détache du sol poussiéreux du désert. La vallée de la mort n'est pas très loin et on y croise davantage de vautours que d'humains. C'est aussi le seul endroit où l'on peut voir plus d'extraterrestres que d'humains. Deux à 3 fois par an, des ufologues en herbe se réunissent dans ce lieu devenu un véritable repère pour discuter de leurs trouvailles et de leurs théories sur la zone 51. Des photographes amateurs proposent leurs clichés, sur lesquels on peut voir des lumières de différentes couleurs aperçues au cœur de la nuit et n'hésitent pas à tenter de convaincre les plus sceptiques. Certains font même des sorties nocturnes pour chercher des ovnis près de la base militaire, en espérant pouvoir un jour y entrer et découvrir ce qu'il s'y cache. Mais pour le moment, la zone 51 n'a pas encore révélé tous ses secrets. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Marie-Lou Economou. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.